Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très intéressant. Donc, je vais répondre à la question, qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet et qu'il me paraît intéressant d'éclaircir cette question. Donc, la première fois qu'on voit le terme nouvel ordre mondial apparaître dans un livre, c'est dans La Sainte Famille, écrit par Karl Marx et Engels en 1844. Donc, au chapitre 6, on peut lire: La Révolution française a fait germer des idées qui mène au-delà des idées de tout l'ancien ordre du monde. Le mouvement révolutionnaire qui commença en 1789 le cercle social, qui au milieu de sa carrière eut pour représentants principaux Leclerc et Roux, et finit par succomber provisoirement avec la conspiration de Babeuf, avait fait germer l'idée communiste que l'ami de Babeuf, Buonarroti, réintroduisit en France après la Révolution de 1830. Cette idée développée avec conséquence, c'est l'idée du nouvel ordre mondial. Fin de citation. Donc, ce passage mérite quelques éclaircissements. Donc, le cercle social dont il est question, c'est un club révolutionnaire maçonnique qui souhaitait établir une république universelle. Donc, une république universelle, tout le monde l'a compris, c'est un gouvernement mondial. Donc, en fait, ce groupe est créé en février 1790 par Nicolas de Bonneville et Claude Fauché. Donc, qui est Nicolas de Bonneville? Donc, c'est un imprimeur, c'est une personne qui a été initiée à la franc-maçonnerie en 1786. Lors d'un séjour en Angleterre. Une fois qu'il est revenu en France, donc il a retrouvé une loge parisienne, donc la loge des Amis Réunis. Et lors du séjour en France du chef des Illuminés de Bavière, donc Johann Joachim Christoph Bode, qui a remplacé Weishaupt suite à sa fuite. Donc en fait, il a été fait lui aussi Illuminé de Bavière. Concernant la conjuration des égaux, en fait, c'est une tentative de renversement du directoire de 1796, donc, qui a été dirigé par Babeuf et Buonarroti. Donc, ils sont à la fois pour l'abolition de la propriété privée et la poursuite de la Révolution pour aboutir à la collectivisation des terres et les moyens de production. Donc, Philippe Buonarroti est un affilié des Illuminés de Bavière. Il est arrêté le 5 mars 1795 et une fois en prison, en fait, il rencontre Gracchus Babeuf. Donc les deux hommes deviennent inséparables, et ensemble, donc, ils seront l'âme de cette conspiration sur laquelle Buonarroti écrira un livre plus tard. Le livre, c'est l'histoire de la conspiration de l'égalité. Donc la fin de la vie de Buonarroti, en fait, c'est une succession de complots, de conspirations, de franc-maçonnerie, voilà, toujours en suivant en fait l'idéal babouviste du communisme égalitaire. Donc en fait, les idées de cette conjuration des égaux, elles ont été écrites dans le manifeste des égaux de Sylvain Maréchal. Donc voilà une citation. Eh bien, nous prétendons désormais vivre et mourir égaux comme nous sommes nés. Nous voulons l'égalité réelle ou la mort. Voilà ce qu'il nous faut. Et nous l'aurons cette égalité réelle à n'importe quel prix. Malheur à qui ferait résistance à un vœu aussi prononcé. La Révolution française n'est que l'avant-courrière d'une autre révolution bien plus grande, bien plus solennelle, et qui sera la dernière. Le peuple a marché sur le corps au roi et aux prêtres coalisés contre lui. Il en fera de même aux nouveaux tyrans, aux nouveaux tartuffes politiques assis à la place des anciens. Ce qu'il nous faut de plus que l'égalité des droits, il nous faut non pas seulement cette égalité transcrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous la voulons au milieu de nous, sous le toit de nos maisons. Nous consentons à tout pour elle, à faire table rase pour nous en tenir à elle seule. Périssent s'il le faut tous les arts, pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle. Fin de citation. Donc les meneurs de cette conspiration sont arrêtés le 11 mai 1796, donc la veille de leur tentative de prise de pouvoir. Ce qui est intéressant dans cette citation que je viens de donner, c'est qu'on peut voir à la fois le jusqu'au boutisme, le fait qu'ils veulent l'égalité jusque dans leur maison, quitte à perdre la liberté. Et la deuxième chose, donc, c'est l'annonce d'une révolution bien plus grande, qui dépassera le cadre français. Donc c'est l'annonce d'une révolution mondiale. Donc on voit déjà là l'empreinte des Illuminés de Bavière.
fort des éclaircissements qu'on vient de donner, nous pouvons conclure qu'en fait Marx montre que les Illuminés de Bavière sont en fait les précurseurs de l'idéologie communiste. En fait, Marx n'est que le successeur des Illuminés. Et donc cette version est confortée en fait par une citation de Moses Hess. Donc c'est un rabbin allemand en fait qui a converti à la fois Marx et Engels au communisme. Donc cette personne est un franc-maçon, un juif, un rabbin franc-maçon, donc qui est à la fois qui est considéré par certains comme le fondateur du communisme et du sionisme. Donc dans une lettre à Berthold Auerbach du 2 septembre 1841, il dit, je cite, en parlant de Marx, « C'est un homme qui a fait sur moi une impression extraordinaire, bien que nous ayons le même champ d'études. Tu peux t'attendre à faire la connaissance du plus grand et peut-être même du seul vrai philosophe actuellement vivant. Bientôt, lorsqu'il se manifestera publiquement par ses ouvrages et ses cours, tous les yeux d'Allemagne seront tournés vers lui. Le docteur Marx, c'est ainsi que s'appelle mon idole, est un tout jeune homme, âgé tout au plus de 24 ans, qui donnera le coup de grâce à la religion, donc là il parle de la religion catholique, et à la politique médiévale. Il joint à l'esprit philosophique, le plus profond et le plus sérieux, l'ironie la plus mordante. Représente-toi Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine et Hegel. Je ne dis pas rassemblés, mais confondus en une seule personne. » Fin de citation. Donc là, en fait, on sent dans cette citation toute la jubilation de Moses Hess, donc le rabbin franc-maçon aux idées mondialistes, qui a trouvé son poulain, qui va servir en fait de prête-nom, parce que c'est en grande partie Moses Hess qui a écrit le manifeste du Parti communiste. Donc il est content, en fait, il est super heureux d'avoir trouvé un prête-nom, une personne charismatique, donc le jeune Karl Marx. Donc il faut savoir que Karl Marx, quand il rencontre Moses Hess, pardon, il n'est pas encore communiste. Et en fait, par la suite, il deviendra donc également franc-maçon, comme le sont tous les chefs communistes. On peut le voir tout simplement par la main cachée sous le manteau, qui est un symbole franc-maçon. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de comparer donc, les buts des Illuminés de Bavière avec ceux du manifeste du Parti communiste écrit en 1848 par Marx. Donc alors les buts de Weishaupt des Illuminés de Bavière, donc on peut citer donc l'abolition de la monarchie et des gouvernements, l'abolition de la propriété privée, l'abolition du droit d'héritage, l'abolition du patriotisme, l'abolition de la famille, du mariage, de la morale, et l'abolition des religions. En clair, le but des Illuminés, c'est de faire table rase du passé et de supprimer en fait toutes les valeurs en fait de la population. En fait, c'est pour affaiblir les gens, leur enlever tout, et pour que les juifs talmudistes puissent en fait complètement contrôler la population. Forcément, donc les Illuminés de Bavière, ils opèrent en secret, c'est une conspiration, ils sont obligés de cacher ces buts, parce que c'est des buts qui sont totalement interdits. Et donc, en fait, quand Karl Marx écrira, lui, le manifeste du Parti communiste, donc il fera apparaître donc plusieurs buts que je vais vous lire. Donc, l'expropriation de la propriété foncière et confiscation de la rente foncière au profit de l'État, un impôt fortement progressif, abolition de l'héritage, confiscation de la propriété de tous les immigrants et de tous les rebelles, et centralisation du crédit dans les mains de l'État au moyen d'une banque centrale. Donc là, c'est quelques-uns parmi les buts, hein, il y en a d'autres, notamment nationalisation des transports, travail pour tous, les enfants à l'école pour bien sûr les endoctriner. Enfin bon, il y a d'autres buts. On voit en fait que dans les buts communistes, en fait, ils sont enrobés d'une espèce
une espèce de crème pour faire passer la pilule. On fait croire aux gens en fait qu'il y a une dimension sociale et que c'est pour le bien du peuple. Alors que bon, il ne faut pas être dupe du tout. Karl Marx n'a jamais été pour le peuple. Karl Marx a toujours été un conspirateur. Il a fait partie notamment des jeunes hegeliens. Il a fait partie de comment s'appelle ce groupe? Il a fait partie donc de plusieurs groupes qui étaient en fait des groupes de conspiration, dont le but en fait était enfin, c'était des buts en fait des groupes qui reprenaient l'idéologie des Illuminés de Bavière. Donc c'est sa rencontre vraiment avec Moses Hess qui va complètement le transformer, lui et Engels. Et en fait, ils vont reprendre le flambeau. Il va servir donc de porte-parole. Moses Hess, il faut savoir que c'est quelqu'un qui était sûrement très gradé dans la maçonnerie, parce qu'en fait, d'un côté, il a en fait lancé Marx dans le communisme, qui était une idéologie donc vouée à détruire les goïs, donc une idéologie qui était destructrice des peuples. Et de l'autre côté, il a lancé le sionisme pour en fait préserver l'identité en fait du peuple juif. Donc on voit bien cette différence de vision, cette séparation en fait. Mais donc c'est la même personne qui a contribué donc à ces deux idéologies. Tout ce que je viens de dire en fait a été très bien compris par Winston Churchill. A priori, il avait lu le livre très intéressant de Nesta Webster, donc que je vous conseille. Donc ce livre, ça s'appelle La Révolution mondiale. C'est un livre extrêmement intéressant, notamment sur les liens entre les Illuminés de Bavière, la franc-maçonnerie, le communisme et donc le nouvel ordre mondial. Et donc je vais vous donner une citation donc, de Winston Churchill, donc qui est paru dans le journal Illustrated Sunday Herald du 8 février 1920. Et donc cette citation dit, je cite, « Ce mouvement parmi les Juifs n'est pas nouveau. Depuis les jours de Spartacus Weishaupt, donc là il parle de Adam Weishaupt, à ceux de Karl Marx, en passant par Trotsky, Russie, Béla Kun, Hongrie, Rosa Luxembourg, Allemagne, et Emma Goldman, États-Unis, cette conspiration à l'échelle mondiale pour le renversement de la civilisation, pour la reconstitution de la société sur la base de l'arrêt du développement, de la malveillance envieuse et d'un impossible égalité, a été en croissance constante. Elle a joué, comme l'a si habilement montré un écrivain moderne, Madame Webster, un rôle clairement reconnaissable dans la tragédie de la Révolution française. Elle a été la source principale de chaque mouvement subversif pendant le XIXe siècle. Et maintenant, pour finir, cette bande de personnages extraordinaires, venus des bas-fonds des grandes villes d'Europe et d'Amérique, ont attrapé le peuple russe par les cheveux et sont devenus les maîtres pratiquement incontestés de cet énorme empire. Il n'est pas nécessaire d'exagérer la part prise dans la création du bolchevisme et le déclenchement de la révolution russe par ces juifs internationaux pour la plupart athées. Elle est réellement très importante et dépasse probablement toutes les autres influences. » Fin de citation. Donc là, clairement, on voit clairement que Churchill fait bien le lien entre Weishaupt, les Illuminés de Bavière, Karl Marx, le soi-disant communiste, et Trotsky, Béla Kun, Rosa Luxembourg, en fait, l'application du communisme au niveau mondial. Donc, pour faire le lien avec la première citation de Marx, qui nous parle du nouvel ordre mondial, qui doit remplacer donc l'ancien, c'est-à-dire l'Europe catholique. Qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? C'est en fait la disparition de l'ancien, c'est-à-dire la disparition des États-nations, la disparition de la propriété, la disparition de la religion catholique et la disparition de la famille. Voilà. Donc le nouvel ordre mondial, c'est ça, c'est le communisme. Et le but de la franc-maçonnerie, comme c'est d'ailleurs confirmé dans un livre qui s'appelle La Symphonie en rouge majeur, le but de la franc-maçonnerie, c'est le communisme. Et une fois que le communisme sera au pouvoir, d'ailleurs, les francs-maçons auront une petite surprise, parce qu'en fait, les francs-maçons seront liquidés, parce qu'en fait, ils font partie en fait de la classe bourgeoise, et en fait, ils en savent trop sur la Révolution.
C'est un peu comme ce qui s'est passé pendant la Révolution française, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont fait la Révolution, les premiers à faire la Révolution, en fait, sont remplacés par d'autres encore plus violents qui les décapitent, et donc la Révolution, en fait, s'entretue. Donc voilà, j'espère avoir été clair, j'espère avoir bien démontré donc, le lien direct en fait entre les Illuminés de Bavière, la franc-maçonnerie et le communisme. Donc le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? Le nouvel ordre mondial, c'est le communisme.